croyons toujours que l'autre est un ennemi potentiel ou un rival potentiel, et en même temps, nous passons notre temps à regarder les autres. Vous avez remarqué, c'est incroyable. Cessons d'observer nos contemporains, ceux qui nous environnent. Les personnes qui sont dans le bus ont toujours les regards tournés vers celui qui est à côté, enfin, de manière un peu discrète, parce que ce regard est pesant, ça pourrait être mal interprété. Mais quand même, cet autre-là me fascine un peu par son attitude qui n'est pas la mienne, sa manière d'essayer. Nous passons notre temps à être attirés par les autres, en réalité. Dans la vie, au spectacle. Il faut que nous regardions les êtres humains faire, agir, penser d'une manière ou d'une autre. Enfin, nous avons besoin de ça. Et si les nations entretiennent des relations entre elles qui sont une sorte d'analogue des relations entre les personnes, les nations sont comme ça, quoi. Elles s'attirent les unes les autres en réalité. Et ce mouvement d'attraction est contrarié simplement par l'intérêt qui surgit et qui provoque un mouvement rectiligne. Enfin, qui est contrarié par l'attraction. Alors si on raisonne comme ça, effectivement, le cours de l'histoire apparaît chaotique au premier abord, mais en même temps, certainement, comme un cours qui est orienté vers quelque chose de pacifique, contrairement aux apparences. Nous pouvons espérer quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Alors évidemment, ça ne va pas de soi, parce qu'une société des nations, c'est un analogue des sociétés humaines composées d'individus, avec une grande différence malgré tout. C'est que dans une société humaine composée d'individus, lorsqu'on se donne des lois, on se donne en même temps un pouvoir de coercition qui est chargé de faire appliquer la loi. Et donc les individus ayant une loi commune, si l'un s'écarte de la loi, il va être, si la loi s'applique, il est réprimandé au minimum, et il est puni beaucoup plus gravement lorsque la faute est plus grande. En tout cas, il y a une force de coercition qui s'applique. Entre les États, c'est compliqué, ça. Parce que la force de coercition, elle viendra d'où ? Il suffit de considérer dans notre histoire ce qu'a été la Société des Nations, ce qu'est l'ONU, pour se rendre compte que lorsque les nations s'associent, elles s'associent, mais il n'y a pas de force de coercition qui est chargée de faire appliquer la règle. Ou si c'est l'État le plus puissant qui se charge de faire appliquer la règle, comme il est à la fois juge et partie, évidemment, c'est un problème. Donc il faut... si on veut penser la Société des Nations sans tenir un modèle mécaniste, en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'en tenir là et considérer que la Société des Nations ne peut être que comme un automate. Un automate, il y a un ressort qui le met en mouvement, et puis cet automate produit du mouvement ordonné, mais cet automate n'a pas besoin de réfléchir pour faire ce qu'il a à faire, il le fait en vertu d'un ressort qui met son être en mouvement, qui mobilise les rouages et qui produit l'effet attendu. Peut-être qu'entre les nations, il faut penser une relation qui est celle des éléments qui composent un automate. Alors évidemment, il faut un ressort. Il faut qu'un ressort mette en mouvement l'automate pour que ça marche. Eh bien, le ressort, c'est celui qu'on a décrit à l'instant. Le ressort, c'est la peur. C'est la peur de la guerre. Ça marche tant qu'on a peur de la guerre. Tant qu'on se souvient des dévastations du monde guerrier, tant qu'on se souvient que la préparation de la guerre est déjà douloureuse, mais que la réalité de la guerre l'est bien plus encore, tant qu'on se souvient de ça, le ressort fonctionne, la Société des Nations est concevable. Là, vous avez compris, la Société des Nations, dans l'esprit de Kant, c'est quelque chose de mondial, mais nous en vivons un analogue. L'Europe, ce que nous vivons aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi ? Elle est née de quoi ? De la bonté des hommes. Elle est née d'une révélation morale qui a consisté à dire qu'après tout, nous allons décider de nous associer pour éviter les conflits, les déflagrations guerrières du XXe siècle. Ou est-ce que l'Europe n'est pas le fruit de 2 guerres mondiales dévastatrices ? Est-ce qu'elle n'est pas le fruit des pires maux que les hommes ont pu produire à partir des grands élans nationalistes qui ont dévasté le continent ? Autrement dit, le ressort de l'Europe, ce qui a mis en mouvement l'automate, c'est la peur, et plus précisément la peur de la guerre. Alors évidemment, le temps passant, on finit par oublier un peu. Vous voyez, on peut se dire qu'après tout, un repli nationaliste, une fermeture, une clôture nous mettant à l'abri des autres, et peut-être permettant de réactiver cet orgueil nationaliste qui peut-être parfois apporter un peu de baume au cœur aux plus démunis. Peut-être qu'on se dit que là, il y a peut-être une voie à suivre. Mais... peut-être aussi que c'est une illusion, et peut-être aussi que, pour bien penser cet automate dans ce qu'il nous apporte, il faut s'interroger sur cette question. D'accord. Peut-être que les conflits guerriers, puis les intérêts des différentes nations les portent à s'associer et les portent à produire quelque chose qui est un analogue de la paix. Mais est-ce que la paix est la fin de l'histoire ? Est-ce que c'est le but ? Est-ce que le but de nos vies, c'est de vivre en paix ? Est-ce que ça nous suffit ? Est-ce qu'il suffit de dire l'Europe c'est la paix pour que l'élan européen renaisse dans le cœur de tous les membres des corps politiques de l'Europe et qu'à nouveau l'Europe retrouve son souffle ? Est-ce qu'il suffit de parler de la paix ? C'est pas sûr. D'ailleurs, si l'on s'interroge sur la destination de l'homme, il n'est pas évident du tout que ce soit la paix, la destination de l'homme.
Peut-être là encore qu'il faut se souvenir du précepte socratique, connais-toi toi-même, comme toujours. Enfin, en fait, comme toujours. Il faut toujours recommencer, c'est le geste de Rousseau, il faut commencer là. Le plus utile des préceptes se trouve sur le temple de Delphes, il faut s'en souvenir. Le philosophe ne peut pas oublier ça, connais-toi toi-même, il faut revenir à ça. Alors si l'on tourne ses regards vers l'homme et qu'on regarde attentivement comment il est fait, et qu'on se demande ce pourquoi il est fait, alors ça peut ménager quelques surprises. Par exemple, on va se rendre compte assez rapidement que l'homme au départ n'est pas grand-chose, et qu'il devient tout ce qu'il est par un effort constant de culture, d'actualisation de ses potentialités, de travail, et que tout ça, c'est vraiment pas aisé, que ça n'est pas facile, et que c'est pas gagné d'avance. Pour dire les choses plus rapidement, on peut dire à la manière de Rousseau que l'homme se définit par la perfectibilité, c'est-à-dire par le fait qu'il n'est rien au départ et qu'il devient ce qu'il est, Mais pour qu'il le devienne, il va falloir qu'il actualise les potentialités, ce qui ne va pas de soi. La culture, en réalité, est une tâche, un travail, quelque chose qui est même un arrachement. Il y a même quelque chose là qui peut s'apparenter à une forme de douleur. Et si on considère l'homme pas seulement comme je viens de le faire du point de vue métaphysique, du point de vue de l'esprit, mais qu'on le regarde dans son corps, dans sa chair, et qu'on regarde comment il est fait, on observe immédiatement que quand même, il n'est pas hyper bien équipé pour le bonheur. Il n'est pas grand-chose, quoi. Il n'a pas les cornes du taureau, les griffes du lion, il n'a pas ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins comme ça. Il n'a pas grand-chose. Il est plutôt tout nu avec des mains. Alors évidemment, si je considère maintenant que l'homme est un être perfectible avec des mains, je me rends compte que ce pourquoi il est fait, c'est plutôt la liberté. Qu'il est plutôt pas mal équipé pour la liberté. C'est-à-dire pour faire être ce qu'il est et pour modifier ce qu'il est et ce qui l'environne, pour faire, pour transformer, pour se transformer, pour agir. Pour agir, pas simplement pour pâtir, pour agir, puisque s'il est à la fois un être métaphysique et corporel, ça veut dire qu'il est capable de produire dans le monde des événements qui ne viennent pas du monde, qui viennent de cette perfectibilité ou de cet esprit. Donc si quelque chose peut surgir dans le monde et qui ne vient pas du monde, ça veut dire qu'il est par nature un être d'action et pas simplement un être de passion, même s'il est aussi un être de passion, puisque par son corps il est dans le monde et que par conséquent il est affecté par la réalité. Donc un petit détour socratique nous invite à penser immédiatement que si l'homme a une destinée, cette destinée c'est pas le bonheur, c'est peut-être même pas la paix, peut-être, c'est surtout la liberté. Mais alors, quel est peut-être le rapport entre la paix et la liberté ? Il y a un rapport finalement assez simple qui est dans ce que je viens de dire. La paix n'est certainement pas la fin de l'histoire, si l'histoire a une fin. Mais si je regarde l'histoire comme si elle avait une fin, ce qui m'apparaît, ce n'est pas que ce soit la paix, cette fin. Ce qui m'apparaît, c'est que la paix n'est pas la fin de l'histoire, mais certainement une condition de l'accomplissement de l'homme comme fin de l'histoire. Je veux dire par là que si l'homme est fait pour se cultiver, pour se faire être, eh bien, il est dans un cadre plus favorable à l'actualisation de son être dans une république en paix que dans un État en guerre. La guerre, finalement, est une entrave à l'accomplissement de l'homme. Elle l'empêche de devenir ce qu'il a à devenir, c'est-à-dire un être de liberté qui actualise ses potentialités. La paix est donc non pas la fin de l'histoire, mais une fin de l'histoire. Et dans cette fin de l'histoire, on trouvera non seulement la paix, mais la République, dans la mesure où la République, elle, est favorable à l'actualisation des potentialités de l'homme. Et donc là, nous touchons au point qui achève la mécanique des passions. Le modèle mécanique s'arrête là. C'est-à-dire que la mécanique des passions me permet de penser la paix, effectivement, comme une fin de l'histoire. Mais si cette fin est la condition d'une actualisation de la liberté, ça signifie que le dernier mot de l'histoire n'est pas la guerre, n'est pas non plus la paix, mais une destinée de l'homme qui est à la fois métaphysique et morale, c'est-à-dire la liberté.